Le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'orchestration d'IA avec des agents IA avec LangGraph. Et donc après, on testera notre agent sur le benchmark Gaia, qui est un benchmark pour les agents généraux. J'expliquerai mieux après. Pour me présenter rapidement, donc, je viens plutôt d'un background de cloud native et Google Cloud. Et là, depuis 2 ans, je me spécialise dans le machine learning. Donc j'ai eu plusieurs certifications, et notamment celle de Google Cloud et de GameFace. Et c'est le cours des agents qui m'a donné l'idée pour ce talk, celui de GameFace. Donc la présentation sera en 3 parties. D'abord, je vais vous expliquer, pour la plupart vous connaissez déjà, mais les bases sur les agents et les multi-agents. Ensuite, le benchmark Gaia, donc comment tester des agents généraux. Un benchmark qui est créé par Hugging Face, donc une société franco-américaine qui est un peu le GitHub pour les modèles. En fait, on y stocke, vous connaissez pour la plupart, mais on y stocke des datasets et des modèles, comme sur GitHub on y stocke le code source. Mais ils ont plus que ça, ils ont un écosystème assez large. Et ensuite, je terminerai sur, enfin, c'est la grosse partie, comment créer un agent avec LangGraph, comment orchestrer du multi-agent, et une petite démo sur les tests de Gaia. Donc les agents, il y en a beaucoup qui les utilisent déjà. C'est une IA qui combine la capacité à raisonner, à planifier et à exécuter des actions. Donc pour imager, c'est le cerveau avec le LLM, et le corps, c'est les tools, c'est les capabilities, les fonctionnalités. Donc on va donner un peu des fonctionnalités à un LLM. Et donc j'en viens à l'écosystème un peu de toutes les librairies à agents, puisqu'il y en a énormément qui sont arrivées récemment. Enfin, depuis 2022, il y en a une cinquantaine qui sont apparues. Alors là, je ne les ai pas toutes mises, heureusement. Mais là, j'ai fait un petit landscape. Donc déjà, il y a sur les catégories, un peu ce que j'appelle les fondations à agents. Donc LangChain, disons que ça permet de faire des agents à assez bas niveau. Ça nous permet d'avoir pas mal de granularité. C'est code first, parce qu'il y a beaucoup d'agents maintenant qui sont low code, no code. Ensuite, il y a les data agents. Donc là, ça va être Llama Index, par exemple, c'est ce qui permet de faire du RAG. Le RAG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement fournir de la data qu'on a par exemple dans notre base de données, enrichir la question de l'utilisateur, et ça permet au LLM de répondre sur une information qu'il n'aurait pas normalement. Et donc Llama Index, lui, son avantage, c'est il fait la glue entre plein de systèmes de gestion de base de données, comment faire du chunking à partir de nos données, etc. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle les data agents. Ensuite, les codes agents. Alors ça, celui-là, il a été créé par GameFace. Il a été annoncé début d'année. Et donc il est assez récent. Ce qui est intéressant avec cet agent, c'est qu'il va générer du code sandboxé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc on va lui poser une question, il va créer du code, il va faire des boucles for en Python, et puis dedans il va intégrer les appels des outils, puisque c'est un peu le cœur de l'agent, c'est utiliser des outils pour le LLM. Et donc lui, il va générer ce code et l'exécuter. Et le use case de celui-là, ça va être, dès qu'on a des use cases liés au code, par exemple l'analyse de log, il va générer le code pour analyser les logs, et puis bien parser les bons trucs. Donc il y a plein de use cases qu'il faut étudier. J'en arrive ensuite à l'orchestration des agents. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et LangGraph. Lui, le principe, c'est qu'on va créer un graphe, donc un workflow, une pipeline, ce qu'on veut. Et on peut intégrer d'autres agents dans le workflow. Donc en fait, il utilise LangChain derrière, parce qu'en fait, LangChain et LangGraph sont sur la même entreprise, c'est LangChain. Mais dedans, dans le graphe, on peut intégrer autant du Llama Index, du Small Agent, et d'autres agents qui sont code first assez bien. Et donc voilà, on va créer un graphe et plusieurs agents dedans. Ensuite, il y a la catégorie Visual Automation, intégration native. Donc là, c'est, disons, low code, no code, on va simplifier. C'est tout ce qui est, par exemple, NV10, où en fait on a une IHM, on fait du drag and drop. On peut mettre un peu de code quand même dedans, mais on ne va pas mettre 10 000 lignes dans un bloc. Donc il y a quand même des limitations. Mais derrière, l'avantage de ces outils, c'est qu'ils ont beaucoup d'intégrations natives. NV10, il a plus de 1200 intégrations
sur Google, donc c'est les providers qui fournissent l'intégration et les fonctions qui vont avec. Donc, lire les emails, aller poster sur Slack, etc. Qui sont pas mal là-dessus. En général, on commence par ceux-là et ensuite on va plutôt vers du code first, ça dépend des usages. Et donc il y a 3 types d'usages. Soit on va faire donc un peu task oriented, c'est-à-dire qu'on va faire des petites tâches du style notifier des clients, poster des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Donc là c'est très orienté tâches. Il y a les agents orientés domaine. Là ça va être des agents où le domaine sera plus large. Par exemple ça peut être un développeur, ça peut être un planificateur de voyage, ce genre de choses. Et ensuite, il y a le troisième, c'est les généraux. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, eux, on peut leur poser tout type de questions. Et donc, pourquoi faire du multi-agent les principaux, disons, ceux que j'ai identifiés, il y en a d'autres. Mais un des premiers trucs, quand on a un seul agent qui fait beaucoup de choses, c'est qu'on lui met beaucoup d'instructions. Il a une historique pas claire, par exemple, il va aller chercher, on lui pose une question, il doit aller chercher sur Internet, puis il a les résultats, etc. Mais en fait, dans son historique, il aura tous les résultats de 10 pages web, etc. Donc ça fait, la première chose, c'est une historique dans ces messages qui est moche et qui est grosse. Et du coup, à chaque fois qu'un appel LLM est fait, on envoie toute l'historique. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il oublie la question du début au fur et à mesure que le contexte grandit. Évidemment, après, il y a des façons de gérer ces cas, mais en supprimant un peu à la mano ce qu'il y a au milieu. Mais disons, un des avantages de faire du multi-agent, déjà, c'est d'avoir une historique clean. Là, par exemple, il y a un manager agent qui va demander à un agent du web search. Donc le web search, il va aller chercher sur Internet, sur Wikipédia. Il va retourner juste l'info utile, et donc dans l'historique, le manager agent, qui lui a reçu une question complexe, il aura la réponse à sa question. Et donc, et aussi, un code interpréteur, ça c'est vraiment très utile parce qu'il y a énormément de contraintes de sécurité à appliquer dans ces agents. On ne va pas le mettre dans un seul agent et tout faire. Donc le sandboxing, l'utilisation de certaines libs, éviter. Donc ça, c'est pareil, il faut faire un agent dédié pour ce genre de choses. Donc la réduction des coûts, c'est parce qu'en fait, on va réduire le contexte qui est envoyé à LLM à chaque fois. Il y aura moins de messages envoyés, on va envoyer juste l'information utile. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas connecter 50 serveurs MCP sur nos outils, parce qu'en fait, on leur ajoute un énorme contexte de fonction qui n'est pas forcément utile aussi. Ensuite, la débuggabilité, alors ça c'est sûr, parce que quand tu lui demandes 50 systèmes d'instructions et qu'il y en a une qui ne marche pas, alors oui, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui ne savent pas, un LLM, ça se configure avec du texte. Donc c'est pour ça que c'est un peu, des fois, c'est pas déterministe, et c'est même rarement, pas déterministe du tout. Donc on lui dit, ouais, tu as un LLM, fais ci, fais ça, et bien quand il y en a 20 instructions, il y en a la moitié où ça va être de l'aléatoire, et donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs petits agents et avoir des meilleurs résultats et savoir où débugger, parce que sinon c'est une erreur. Et ensuite, ça permet de faire l'exécution parallèle aussi. Donc ensuite, il y a plusieurs patterns pour implémenter le multi-agent. Il y en a 2 que j'ai identifiés, il y en a sûrement d'autres. Mais le premier, c'est simplement d'identifier, en fait, un outil, c'est simplement, dans mon cas là, ce sera juste une fonction Python auquel on rattache au LLM. Donc le LLM pourra faire des appels à une fonction Python. Cette fonction Python, elle va juste créer, elle va faire un span d'un sous-agent. Donc ça, c'est le premier pattern. Donc c'est ce qu'on appelle tool calling. Et le deuxième, c'est transfert control. Là, on va plutôt être avec une pipeline ou un graphe. Donc il y a le premier agent qui va faire son traitement, puis il va donner sa sortie, puis c'est un deuxième agent qui va faire d'autres choses. Donc on transfère le contrôle, on n'est pas avec un manager agent qui va poser des questions, utiliser des outils, etc. Donc ça, c'est un peu les 2 patterns. Maintenant, j'en viens à benchmark, et donc comment benchmarker les IA, les assistants généraux. Donc ce benchmark, il a d'abord été créé, en fait il vient du résultat du fait qu'il y avait un ensemble de questions pour lesquelles GPT-4 avec les outils, donc des tools déjà, n'arrivait pas à répondre. Donc il avait 15% de résultats corrects, mais l'humain lui avait 92%.
Et donc, c'est de là qu'est venu ce benchmark. C'est qu'en gros, l'idée derrière ce benchmark, c'est que, alors il s'enrichit, alors là il n'est pas encore très très complet, mais il s'enrichit, mais dès que les LLM, enfin disons les agents, permettront en fait, dès que les agents auront passé en fait ce benchmark, ça voudra dire qu'ils seront capables à 100% pour toutes les tâches, ils seront capables autant que nous de faire des tâches informatiques. C'est l'idée. Mais ce n'est pas un benchmark pour la GI. On n'est pas en train de tester un agent à faire de la plomberie ou tout ce genre de choses. Là, c'est vraiment les tâches informatiques. Et pour montrer un peu l'état actuel, donc il est divisé en trois questions, en trois niveaux de questions. Il y a évidemment les level 1 qui sont les plus faciles, c'est évidemment ce sur quoi je vais me tester aujourd'hui. Level 2 et level 3. Donc ça peut aller, donc là ce qu'on voit en bas, c'est le nombre d'étapes prises. Ça peut aller jusqu'à 45 étapes, plus de 45 étapes pour répondre à une question. Donc c'est vraiment déjà difficile à terminer ces tests, c'est pour ça qu'aucun pour l'instant n'a réussi à faire du 100%. Et on peut aller aussi pour une seule question, à 6 outils utilisés dans la question. Et donc pour les outils dont on a besoin, c'est essentiellement du web browsing, naviguer sur Internet, avoir un agent codeur, faire de la multimodalité, donc ça veut dire traiter de la vidéo, traiter de l'image, du son, et puis derrière gérer aussi tous les différents types de fichiers, savoir gérer du CSV, savoir gérer du parquet, savoir gérer plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, là, ce qu'on voit, on ne voit pas très bien, mais les derniers résultats, ce qu'on voit, c'est que le meilleur résultat au level 3 actuellement, c'est du 77%. Et d'ailleurs, le code pour ce projet, le code est open source. Donc, si vous voulez regarder, pour le level 2, il a 84% et le level 1, il a 95%. Ça, c'est les meilleurs résultats actuellement. Maintenant, j'en arrive à Langgraph. Pour un peu de théorie, bon là c'est de la théorie des graphes, mais très basique. Un graphe, c'est des nœuds et des arêtes. Donc les nœuds, ça va être les appels de fonctions, ça peut être notre agent, comme on a vu tout à l'heure, le LLM, quoi. Et puis les arêtes, c'est ce qui va, donc les nœuds, les arêtes, c'est ce qui va lier les nœuds avec, les nœuds avec les autres nœuds. Ça peut être conditionnel ou pas. Donc Langgraph, il est annoncé comme prêt pour la production. Donc ça, c'est un truc qui différencie beaucoup de librairies dans les agents, puisqu'ils sont tous très récents, ils ont 1 an, ils ont 1 an et demi, 2 ans. Il y en a qui ont déjà 2-3 ans, 4 ans même. Mais ils ne sont pas tous annoncés pour la production, c'est beaucoup de projets récents. Ensuite, une des choses qu'il fait, pour lesquelles il est fait, c'est pour l'orchestration avec ETA. Avec ETA, ça veut simplement dire qu'il a une mémoire courte. Donc en fait, entre chaque nœud, on va faire du checkpointing, et si par exemple le graphe il pète ici, il va pouvoir reprendre de là. Parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le checkpointing et puis qui permet de garder cet état. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire court terme. Et la mémoire long terme, c'est simplement d'avoir une base de données clé-valeur à côté. Donc il y a des interfaces, on peut mettre du Postgre, on peut mettre du Redis, on peut mettre du Blob Store derrière, du GCS, plein de trucs. Et donc, disons qu'il facilite ce cas d'usage. Évidemment, tout ça, on peut le recoder. Mais il fait aussi un peu la glue pour ça. Ensuite, beaucoup de graphes sont acycliques. Lui, il permet de faire les cycles. Donc ça, c'est un truc pour lequel il est choisi souvent, parce que du coup, on peut faire des boucles de raisonnement. Et évidemment, il y a une récursion limite qu'on peut définir. Par défaut, je crois qu'elle est à 25. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut configurer. Un autre truc qui permet, c'est le Human in the Loop. Donc si vous allez envoyer des mails, vous pourrez faire le review, faire l'édition, valider ou refuser. Ça peut être aussi refuser une action si elle est dangereuse, l'exécution de code par exemple, ce genre de choses. Et puis il y a de l'observabilité qui est construite, qui est bien intégrée dedans. Alors la plupart des agents ont une bonne observabilité, mais lui il vient avec la solution Langsmith. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'observabilité pour les agents, elle est vraiment très utile. C'est une extension d'OpenTelemetry. Mais surtout, ce que ça permet de faire, ça permet d'avoir la granularité des coûts de chaque requête. Aussi, quand on pose une question et qu'il y a potentiellement 10 appels LLM à des tools, etc. On ne va pas faire du breakpoint, on ne va pas faire des console logs.
Là, on a une IHM pour vraiment naviguer sur toutes les entrées-réponses. Donc moi, je fais plus de console log, et alors ça, c'est génial. Parce qu'au début, je ne savais pas que ça existait. Et je faisais plein de breakpoints, et en fait, c'est une horreur. Donc vraiment, pour les agents, c'est super. Et évidemment, c'est pour de la coordination multi-agents. C'est fait pour ça, Django. Donc là, je vais vous montrer un des cas de production. Alors, des cas de production, il y en a plusieurs. Par exemple, LinkedIn, il l'utilise pour la recherche de candidats, pour embaucher des personnes. Là, c'est Uber qui l'utilise en fait pour faire des grosses phases de refactoring de code. Donc vraiment, c'est pas juste je fais une EMR et puis lui va faire les tests. Là, ça c'est un des agents qu'ils ont, ils en ont plusieurs. Et donc eux l'utilisent pour faire du refactoring de code base. Bon, après, je ne vais pas citer tous les cas de production, mais il y en a d'autres. Et donc là, un des cas ici, par exemple, là, il va essayer de comprendre le projet, la structure. Il va générer, donc lui, c'est pour un agent pour faire des tests et du refactor. Il y en avait plusieurs, je choisis celui-là, parce qu'il y avait des boucles. Et donc, il va créer des tests, il va les exécuter, ça ne va pas marcher, il va les fixer, hop, il va revenir ici, il va exécuter. Ça marche, il va faire du refactor. Donc il a des codes styles qu'il valide, puis si les codes styles ne sont pas bons, hop, il refait une boucle. Voilà. Donc là, c'était juste un autre exemple aussi pour les graphes, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire du séquentiel. Donc c'est-à-dire que là, si A, par exemple, finit, c'est B, à la fois B et C qui sont lancés. Donc on peut faire de l'exécution parallèle. Ou on peut faire du conditionnel. Si par exemple l'objet de cet email c'est pour tel client, on envoie sur C. C'est juste la base. Maintenant, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas montrer tout le code, je vais montrer juste l'essentiel. Donc on aura notre assistant qui va être un LLM. Et puis il va faire une boucle de raisonnement en utilisant des outils. Donc dans les outils, il aura à la fois des outils, simplement, des fonctions Python, et je lui ai mis juste un sous-agent, là pour faire simple. Et dès qu'il a fini sa boucle de raisonnement, donc voilà, tiens, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de chercher sur Internet, etc., hop, il va partir ici, et il va formater la réponse, pour la retourner à Gaia, parce que en gros, Gaia, s'il y a une virgule en trop, la réponse est fausse. Donc il faut vraiment, je l'ai sorti de là parce qu'au début j'avais un gros système prompt juste pour le format et ça me faisait n'importe quoi. Donc là j'ai juste sorti. Donc on verra comment créer un état. L'état c'est ce qui est transféré entre chaque partie. Il y a un état pour le graphe. Il y en a un seul état. Ensuite, je vais montrer comment créer des tools et des sous-agents. Puis comment créer notre node et le graphe. Mais d'abord, je vais juste lancer, je vais lancer les tests parce qu'ils prennent du temps. Donc là, c'est l'IHM que j'ai sur GameFace. Et elle va s'exécuter sur... c'est notre agent qui est derrière, je vais vous montrer comment faire l'IHM, qui est fait avec Gradio. Et donc, il va se lancer sur des tests et je vous montrerai les questions auxquelles il a répondu après. Voilà. Alors, la première étape, quand on fait un graphe, c'est qu'on crée son state. C'est ce qui va être passé de node en node. Donc, on peut le faire autant avec TypeDict, PyIdentic, DataClass, selon ce qu'on veut comme validation. Et donc là, pour le coup, moi, j'ai besoin d'un fichier, en fait, en gros, d'un pass vers un fichier, parce que dans ces tests, on nous donne plein de fichiers, du MP3, de la vidéo, etc. Donc, moi, en amont, je télécharge la vidéo et il y a un pass. Et donc ça, c'est ce qu'il va utiliser à envoyer aux outils. Les outils, ils sauront où est le fichier et ils pourront le traiter. Ensuite, message, c'est juste l'historique des messages. Le premier message qu'il y aura, ce sera la question de l'utilisateur. Et ensuite, il y a un peu les systèmes messages. Donc c'est sa boucle de raisonnement. Les appels d'outils, etc. Donc en fait, il y aura tout l'historique là-dedans. Donc maintenant les outils. Alors là j'ai mis un outil tout petit, mais son objectif, voilà. Donc en fait pour faire un outil, il faut mettre @tool, il faut lui dire le paramètre, le type, la sortie, et surtout le docstring qui explique exactement ce que fait la fonction, puisque lui c'est ça qu'il comprend. LangGraph, enfin LangChain derrière lui donne aussi
les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, mais il lui faut une super docstring, sinon il ne sait pas l'utiliser, l'outil. Et c'est souvent le cas, il ne va pas utiliser le bon outil, donc il faut vraiment être très clair sur cette partie-là. Bon, là, c'est un outil, qui va juste inverser le texte pour l'exemple. Et après, LangChain fournit une grande communauté avec des outils accessibles. Donc là, pour celui-là, par exemple, c'est DuckDuckGo. Pour faire de la recherche, je juste fais un import et je lui mets max result 15. Et puis après, j'aurai un deuxième outil qui va derrière aspirer les pages, aspirer le contenu. Donc là, j'en ai mis beaucoup plus. Alors là, je me suis amusé, j'ai mis un shell tool. Alors celui-là est dangereux parce que par défaut, c'est pas sandboxé. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que vraiment, le sandboxing, c'est à nous de le recoder. Donc ça, c'est un truc à ne pas faire. Mais, mais je l'ai fait. Alors des fois, il y a eu, il y a eu du sudo qui a essayé d'être exécuté. Mais heureusement, j'ai fait CTRL-C. Et sinon, ça, c'est un sous-agent que j'ai créé, auquel j'ai donné accès. Alors c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un assistant avec des tools. Donc c'est le même graphe, sauf qu'il n'y a pas le format. Et donc, lui, il a accès à Wikipédia, il a accès à Archive, donc pour les documents scientifiques, il a accès à DuckDuckGo pour la recherche, et Beautiful Soup pour aspirer le contenu HTML. Mais ça, c'est pas parfait parce que du coup, ça va pas faire du rendu avec du JS, etc. Donc les single page applications, ça marchera pas. Ensuite, tous les custom tools que j'ai créés, donc là, par exemple, c'est pour exécuter un fichier Python, c'est pareil, il faut le sandboxer, il faut le sécuriser. Pour lire un fichier Excel, pour récupérer le transcript vidéo d'une vidéo YouTube, récupérer les titres, la description. Tout cela, vous pouvez les récupérer, il y a le lien en dessous d'ailleurs. Donc il y a voilà, plein de fonctionnalités, des maths, poser des questions sur des images avec Vision LLM et du transcript MP3. Mais maintenant j'en arrive au cœur un petit peu, c'est notre assistant. Donc, comment on crée notre assistant? Donc, c'est une fonction. En entrée, ce qu'on voit, c'est qu'elle prend le state qu'on a défini au début, puisque c'est un node. Donc, tous les nodes vont prendre en entrée un state et auront en sortie un state. Le state qu'on a défini au début. Donc, le premier truc que je lui dis, c'est le système message. Donc, je le configure. Donc, tu es un agent LLM. On va te donner des questions. Tu as accès à ces outils. Débrouille-toi et voici le fichier, le chemin vers le fichier. Et lui, en sachant ça, il va appeler les outils en donnant le paramètre qui va être le chemin vers le fichier. Et donc ça, c'est juste le système message qu'on va utiliser. En fait, là, ici, on voit un LLM with tool invoke. Alors ce truc, je le montre juste après comment je le crée. Mais c'est ça notre agent. Et donc, on va l'invoquer avec, dedans, la question, disons, il y a le système message. Donc, 1, on le configure. 2, on lui met la question de l'utilisateur. Et donc ça, c'est l'historique du début. Donc voilà, tu dois faire comme ça, voici la question, on l'invoque, et bien là il retourne en fait un autre agent state avec la liste des messages et l'input file. Donc ce qu'on a vu, en fait, ce qu'il avait en entrée. Et donc ce LLM with tool, c'est simplement LLM with tools. Donc en fait c'est simplement le LLM, donc c'est un chat Google Generative AI, donc c'est un Gemini avec un wrapper pour qu'il y ait du chat, auquel on va faire un bind de toute la liste des outils qu'on avait vu juste avant. Et donc c'est ça qui est invoqué, et finalement c'est cette fonction, notre agent. Et donc j'en viens au graphe, puisque là c'est maintenant qu'on agence un peu toutes les parties. Et donc on a notre assistant. Alors, la première étape, c'est on définit tous les nœuds. Donc là on a 3 nœuds, on a l'assistant, le tool c'est le format, donc add node, etc. On donne la fonction. Donc la fonction format, c'est juste un LLM qui va formater. Je ne vais pas montrer celui-là. On lui donne un tool node, lui. Alors là, c'est un truc qui est fourni par LangChain. Et on lui donne la liste des outils. Et ensuite, on fait les liens. Donc là, de start à assistant, donc on va créer les edges. Dès qu'on a défini tous les nodes, on fait les edges. Donc le edge, ça va être de start à assistant, de tools à assistant, de format à end. Et il y a un conditional edge qui va être soit donc il va partir de l'assistant, qui va aller soit vers format or tool. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à la sortie de l'assistant, à chaque fois, il y aura un message qui va être un JSON. Enfin, pour la plupart du temps, ça va être un JSON avec du style toolname et les paramètres qu'il doit envoyer dans l'outil. Et si ça respecte un peu ce pattern,
bah, LangChain, LangGraph, il va savoir que c'est un appel d'outil, et donc il va dire, ah, ok, c'est un tool, du coup je l'envoie ici. Mais dès que ça ne respectera plus ce pattern de tool call, bah, en fait cette fonction bah, elle va retourner vers la sortie, qui va être le format. Et ça aussi, c'est un outil qui est fourni par LangChain, pour savoir quand est-ce que le lemme fait un tool call. Et donc, bah, j'en arrive à la démo, puisque là, j'ai fini la base du code. Et là, bah là, il y a eu 5 sur 5 sur les questions. Alors, vraiment, c'est pas toujours le cas. Donc là, c'est de la chance. Donc là, par exemple, la première question, j'espère que vous allez voir, mais je vais vous le dire. Donc là, c'est simplement une recherche Wikipédia. Il demandait combien d'albums studio ont été publiés par Mercedes Sosa entre 2000 et 2009. Et alors, il fallait rechercher dans les tables Wikipédia et tout. Et donc là, il a trouvé. Ensuite, là, il y avait une question qui était inversée. Donc là, il dit If you understand this sentence, write the opposite of the word left. Right. Ensuite, ici, là, il examine une vidéo YouTube. Donc là, c'est mon petit outil de transcript qui a servi à ça. Examine la vidéo, blablabla. What does Till say in response to the question Isn't that odd? Isn't that hot? Extremely. Donc là, il a repris le transcript. Là celle-là, elle est sympa parce qu'il a carrément exécuté du code Python. Donc c'est vachement dangereux. Mais le fichier, je l'ai commité, donc je sais à quoi m'attendre. Et il a trouvé la bonne réponse. Et puis là, c'était une question sur... voilà. Globalement, j'ai terminé. Et bah, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci Florent et merci pour le timing. Ouais, super. C'est nickel. Déjà, on a des questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Ouais. Je fais par rapport au tout début, tu parlais des 3 types, on va dire, de spécialisation qu'on peut faire. Oui. Du coup, celui-ci serait plutôt dans la catégorie hyper générale. Ouais, c'est général. Et donc il y avait orienté task, orienté objectif et orienté général. Et en fait, c'est le principe des tests Gaia qui sont vraiment de tout ordre. On a des questions vraiment là, comme rechercher sur Wikipédia ou faire du code. Il y a des questions il faut compiler du C++ des fois. Donc ça, évidemment, je ne les ai pas mis là parce que c'était pas le même niveau. Mais voilà, donc c'est général. Ouais. ChatGPT, typiquement, est un agent général, puisqu'il a accès à des tools, il a la recherche sur Internet. Après, il n'a pas accès à tous ces outils, mais... ouais. J'ai pas, une question. Là où on a travaillé sur un projet, mais avec PyDantech AI, ouais. C'était à peu près la même chose. Mais en fait, ce que tu as dit, c'est qu'il n'y avait pas besoin de système prompt au départ, et après finalement en fait c'est le docstring qui sera lu en tant que système prompt. Alors attends, je vais te réexpliquer. En fait, tu peux répéter la question? Oui, pardon. Donc la question c'est est-ce qu'on a besoin d'un système prompt et est-ce qu'on a besoin d'un docstring pour expliquer l'outil? Un petit peu, c'était... Oui. Donc je vais leur expliquer. En gros, il a besoin de tout ça. Parce que le premier truc, c'est qu'on va lui donner le système prompt qui va configurer le LLM. Mais derrière, LangChain, il va lui rajouter, en fait, dans le contexte, toute la docstring qui a été donnée dans les fonctions et aussi les paramètres d'entrée-sortie. Parce que sinon, donc il va générer, en fait, une partie du système prompt, LangChain. Donc ce que j'ai écrit là, bah, c'est pas tout ce qui va être dedans. Moi, en plus, je lui ai mis aussi la liste des outils, mais c'était plus pour structurer. Mais vraiment, il le faut. Le @tool ne fonctionne pas s'il n'y a pas la docstring. Okay. C'est obligatoire la docstring. Ouais, c'est obligatoire. J'ai une question follow-up là-dessus, j'en profite. Tu viens de dire que c'est obligatoire, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce qu'il y a un moyen de définir des fonctions de façon, des tools, pardon, de façon dynamique? Parce qu'il y a des cas où tu veux pouvoir définir des dynamiques, mais il y a des cas assez génériques. Je pense notamment par exemple à la traduction de prompt. Si tu veux qu'à la fin il te fasse une réponse en français, c'est mieux que le système prompt soit en français, sinon il s'embrouille. Et du coup, c'est mieux que la description des tools soit en français aussi. Bah, du coup, c'est quand tu vas construire le système prompt, tu auras une fonction qui va te le générer un peu dynamiquement. Sinon, tu peux aussi
travaille l'historique. En fait, dans l'état, tu as l'historique donc de ton 1, tu as le système prompt, le système message. Ensuite, tu as tout ce qui suit, la question utilisateur. Bah, tu peux modifier ce state. Si tu veux en plus faire un peu du tuning un peu avancé, il y a une fonction update state, ou bien sinon tu retournes en ayant modifié cette suite. Donc tu peux faire comme ça aussi. Mais sinon, le mieux, c'est quand même au début, dans la construction, de le faire propre au début. Ouais. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on a le temps. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, parce que je suis allé un peu vite sur des trucs. Donc, On n'a pas forcément tout vu non plus sur les slides, il y a des fois c'était écran de petit, donc Oui. n'hésitez pas à demander si vous voulez revoir certaines choses. Par rapport à la stabilité, est-ce qu'il Ouais. y a des cas de divergence ou de boucles infinies qui peuvent se produire dans ce type de structure? Alors le récursif, bah, justement, on a une limite de récursif par défaut qui est à 25. Tu peux le customiser. Là, en fait, ce que vraiment je montre ici, c'est que j'ai pas pu montrer, c'est que en fait, même si j'ai vraiment bien travaillé mon truc, il fait plein d'erreurs. Donc même si mon mon système prompt, il va dire tu formates comme ça, des fois, je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment découper en graphe plutôt qu'avoir un gros truc. Là, mon graphe, il y avait l'assistant, il y avait le format, mais même pour le format, j'aurais dû en fait faire des formats pour les différents types de sorties. Et donc pour le déterminisme, alors là, il faut vraiment faire de l'ingénierie, il faut aller plus loin que ça. Et puis pour les récursifs, bah, ça arrive souvent quand en fait le tool ne répond pas à la bonne réponse. Et du coup, ben, il va continuer de reposer la question au tool ou à un autre. Et des fois, il peut simplement mal poser la question. Et donc ça arrive beaucoup, les boucles. Ouais. Et du coup, ben, c'est un des gros problèmes parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 50 appels de LLM qui vont durer au total peut-être 1 minute, 2 minutes. Ben, ça, c'est ce qui va coûter le plus cher dans vos coûts d'exécution. Donc c'est vraiment le truc auquel il faut faire attention. Et donc bah, les outils d'observabilité ils permettent de voir rapidement ça, puisqu'en fait on navigue, et là on va direct voir un recursive loop qui a fail avec 1 minute 30 d'exécution pour une réponse qui n'a pas marché. Donc c'est le premier truc à débugger ce genre de cas. Ouais. Tu as parlé plusieurs fois du sandboxing de Oui. l'agent. Est-ce que c'est quelque chose qui est natif avec LangGraph? Est-ce que tu aurais pu directement drop ton code dans un conteneur par exemple et puis l'exécuter Alors j'ai pas trouvé de choses pour... Excuse-moi. Donc la question c'était est-ce que le sandboxing peut être est amené par LangChain et LangGraph en intégration facile. Donc non, j'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il y ait, mais c'est juste que je l'ai pas assez bien cherché à ce moment-là. Small Agent permet de faire du sandboxing, mais il permet pas de tout exécuter. Mais sinon, Small Agent serait intéressant, mais Small Agent a à peine 1 an d'existence, donc. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça. Est-ce que donc on avait à la slide d'avant les réponses, les 5 réponses, tu as moyen de voir quels outils il a utilisé pour atteindre la réponse? Oui, on peut le voir avec Langsmith, donc, l'outil d'observabilité. Donc en fait, on va cliquer sur la question et on va avoir accès à vraiment tous les appels, donc les LLM, les réponses des outils, les inputs, les outputs. Vraiment, c'est super. Donc pour le debug. J'ai une question de follow-up là-dessus sur Langsmith. Moi j'en avais entendu parler. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça se déploie on-prem ou pas? Alors non, c'est pas open source. En gros, je me souviens plus de l'alternative à Langsmith. Langfuse, c'est Langfuse qui est open source. Donc c'est plutôt celui-là qu'on va utiliser parce que en fait LangChain, LangGraph sont totalement open source, mais ils sont en train de construire une plateforme qui elle est Langfuse, ça va être l'observabilité et aussi le déploiement maintenant. Donc ils vont aussi permettre de déployer les agents dessus. Mais ouais, sinon c'est leur plateforme et donc il faut utiliser un autre outil. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est une extension d'OpenTelemetry, il me semble. Alors ça c'est pour les... Oui, en fait c'est ce qui est envoyé, en fait tout ce qui est récupéré en gros,
c'est une extension d'OpenTelemetry, donc c'est compatible avec les outils OpenTelemetry. Et donc ça fonctionne autant sur LangSmith que LangFuse, qu'une plateforme OpenTelemetry. Après, j'ai pas essayé, c'est ce que j'ai lu ça. Je n'ai pas vraiment testé comment s'intégrer dans Dynatrace ou des outils comme ça. Si jamais quelqu'un a du Ouais. feedback là-dessus, n'hésitez Ouais, pas à ce serait partager, intéressant. c'est quelque chose qui m'intéresse. À approfondir en tout cas. J'ai une question sur LangChain. Du coup, Ouais. chaque nœud, est-ce que chaque nœud est obligé d'utiliser un LLM ou est-ce que tu peux avoir juste un outil, une fonction Ah non. enfin, Bah en fait, c'est une fonction Python. Donc si tu veux, tu peux juste retourner le state, transformer un truc, ajouter ce que tu ok. veux. Ok. Mais c'est vrai que en fait, des outils d'orchestration, il y en a déjà qui existent. Celui-là, son avantage à LangGraph, c'est vraiment de l'orchestration qui inclut des LLM, donc des agents. Mais effectivement, au milieu, tu pars du parsing, des nœuds qui font de la transformation, et puis quelques agents, tu n'es pas obligé de mettre que ça. Typiquement, tu peux faire des calls API. Ouais. Pour savoir la météo, tu fais un tool pour récupérer la météo. Ouais. Ok. Un des trucs pour lequel quand même c'est pas très bien, c'est pour tout ce qui est asynchrone. Par exemple, si on a un node qui va faire un appel asynchrone, ben en fait on est obligé d'interrompre le graphe. Ça c'est vraiment un des défauts je trouve de LangGraph. C'est que du coup, imaginons j'ai plein de branches qui s'exécutent, il y a un node qui fait un interrupt, il interrompt tout le graphe. Et alors ça, c'est un peu, c'est pas très intuitif parce qu'au début on s'attend à ce que les branches soient un peu indépendantes. Ben là non, l'interrupt il va tout interrompre. Donc il y a ce petit côté, donc quand on fait des appels asynchrones et qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ben voilà. Donc ça c'est un des cas aussi qu'il faut prendre en compte